Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 1, partie 9. Je ne tombe pas des nues. 3. Cette femme est toutes les femmes en une, avais-je songé. Elle est mon obscur objet du désir, avais-je songé. Encore sous le coup de l'émotion, totalement ébranlé, en cherchant à m'agripper à quelque chose de solide. Elle est Conchita 1 et Conchita 2, en songeant au film de Buñuel. Et... Quoi? Que disait-elle? Je suis fiancée. Pardon? Elle a dit quoi? Que dites-vous? Fiancée? C'est bien ça? Ce mot-là? Vous êtes fiancée en 7 lettres? Sans rire. Vous avez un fiancé. Vous êtes fiancé. C'est officiel. Il ne manquait plus que ça. Ici, le 3e obstacle. C'est complet, avais-je songé. Alors là, c'est le méga bouquet. MB comme méga bouquet. Pourquoi moi? Mais elle me faisait marcher. C'était pour m'énerver, pour m'exciter, me tester et m'éprouver. Ne voulait-on me laisser aucun espoir? J'étais censé faire quoi maintenant? Provoquer l'autre en duel? En lui laissant le choix des armes? C'était qui d'ailleurs? Je le connaissais? Qu'aurait fait Chinaski à ma place? Et Zoro? Bien sûr qu'elle n'était pas libre. Pas une fille comme elle. Quelle idée! Cela eût été trop beau. Cela voulait dire quoi? Fiancé. Comme S qui m'appelait tout le temps son fiancé? Allons bon. Qui avait inventé un mot pareil? Quel abruti! Son nom. Je veux son nom. Avais-je déjà été fiancé une seule fois? Of course not. Jamais de ma vie, elle n'était pas fiancée. Ce n'était pas possible. C'était de l'acharnement pur et simple. Elle ne pouvait pas me faire ça. Pas maintenant. Pas maintenant que j'avais vu. Que j'aimais tout chez elle. Tout en elle. Tout d'elle. La belle et la bête. Elle en aime un autre, avais-je songé. Seigneur Dieu, elle en aime un autre. 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 Oh non, pitié. Elle jouit dans les bras d'un autre. Oh non. Elle en suce un autre. Mais elle me faisait marcher. C'était obligé. Il ne pouvait pas en être autrement. De toute façon, la bague qu'il lui avait offerte était à chier. Allons, elle pouvait me l'avouer. Elle bluffait. Elle ne l'aimait pas vraiment. Elle pouvait me le dire. Elle en aime un autre. Elle l'aimait avant de me rencontrer, mais c'était avant. Maintenant qu'elle m'avait rencontré, elle ne pouvait plus l'aimer. Elle couche avec un autre. Bon Dieu, ce n'était pas la peine de passer une main langoureuse dans ses cheveux si c'était pour m'annoncer un truc pareil. Elle a du plaisir avec un autre. Ce n'était pas la peine d'avoir gardé le meilleur pour ma fin. Je ne marchais pas. Ah non, je n'étais pas d'accord. C'était trop laid pour être vrai. Elle jouit et en fait jouir un autre. Cela ne suffisait donc pas qu'elle soit jolie avec des guillemets et qu'elle soit riche à millions. Il fallait cet obstacle en plus. Elle défait le soir ses cheveux pour un autre. À toutes les lois qui compliquaient déjà la possibilité de l'amour impossible, fallait-il encore ajouter les lois sacrées du mariage? Elle dort avec un autre. En rajouter toujours plus énormément dans la surenchère. Elle se réveille dans les bras d'un autre. Voulait-on ma peau à la fin? Mon sang? Mon âme? Elle prend son petit déjeuner avec un autre. Étais-je un pantin à qui on faisait miroiter le bonheur pour mieux le lui ôter au dernier moment?
Elle sort de la douche devant un autre. Était-ce pure cruauté à mon endroit? Vrai sadisme? Elle est heureuse avec un autre. Avait-on décidé de me désespérer jusqu'à ce que j'en crève de tristesse et d'amertume? Mais qui ça, on? Qu'il se montre s'il l'osait. Elle rit avec un autre. En haut lieu, voulait-on me mettre à toute force des bâtons dans ma roue de la fortune et que je me pende là, tout de suite, maintenant? Elle respire l'air d'un autre. Pourquoi moi? C'est à un autre qu'elle parle et se confie. Pourquoi? Elle en aime un autre. C'est cuit. Le mariage était prévu au printemps prochain, dans 10 mois. Dis-moi que tu n'es pas fiancé. Dis-moi que tu ne l'aimes pas. Dis-moi que j'ai encore une chance. Dis-moi que tout ceci est encore un putain de Truman Show à la con. Ah bon? Au printemps prochain? Si vite? Ah, ok. Bravo, trouvai-je la force d'articuler. C'est chouette, la félicitai-je d'une voix mourante. Tous mes compliments, me repris-je, d'une voix diaboliquement enjouée. Comme je ne souhaite à personne de dire à ce point le contraire de ce qu'il pense. Comme Lon Chaney, à la toute fin de The Unknown, un film muet de 1927, réalisé par Todd Browning. Lon Chaney, dis-je, après qu'il s'est fait amputer des 2 bras car celle qu'il aime ne supporte pas qu'un homme la prenne dans ses bras. Elle ne le supporte d'aucun homme. C'est sa phobie à elle. Ce sont les surprises de l'amour. On ne sait jamais qui on aime avant de le découvrir, et il est trop tard ensuite. Confronté au problème de celle qu'il aime, Lon fait sien son problème. C'est à lui de le régler si elle ne le peut pas. Pas le choix. Sa peur à elle dresse entre eux un obstacle qu'elle ne peut pas surmonter. Et si elle ne le peut pas, si c'est ainsi, puisque elle est celle qu'il aime, Lon il se dit qu'il n'a qu'à se faire amputer des 2 bras, et tout roulera ensuite comme sur des roulettes. Celle qu'il aime n'aura plus peur. Elle ne craindra plus qu'il l'embrasse, du verbe prendre dans les bras. Elle sera tout entière à lui, se dit-il. Logique, bien raisonné. Confronté à un obstacle, l'homme qui aime prend les choses à bras le corps, si j'ose dire. Il taille dans le vif. Il ne mégote pas. Il est un homme, oui ou non? Il aime, oui ou non? C'est quoi des bras, finalement? C'est très surfait. On peut faire énormément de choses sans les bras. Pas de bras, pas de chocolat, dit-on. On dit n'importe quoi. C'est sans les bras que l'on aura le chocolat. Il faut se méfier des formules toutes faites. Si les bras sont le problème, quick. Si c'est ce prix qu'exige l'amour, pas d'hésitation. Il l'aime à ce point. Et l'on se fait amputer des 2 bras. Ni une ni deux, ou plutôt et un et deux. L'opération se passe à merveille. Que crois-tu qu'il arrive alors? Lorsqu'il revient auprès de celle qu'il aime, tout auréolé de son sacrifice, tel un saint et un martyr et un héros, croyant toucher au but et s'attendant à être accueilli à bras ouverts, que voit-il? Qu'est-ce? Oh non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu possible. C'est un cauchemar. Par tous les saints, mais quelle horreur, car devant lui, celle qu'il aime, il la trouve dans les bras d'un autre. Vlan. Tandis qu'il se faisait amputer des 2 bras, elle, de son côté, tombait dans les bras d'un autre. Vlan. S'étant cassé la figure, une espèce de Monsieur Muscle l'avait rattrapée in extremis, et dans les bras de son sauveur, voici qu'elle avait éprouvé pour la première fois la chaleur humaine de 2 bras l'enlaçant, et l'aimant, et la protégeant. Et sa peur que 2 bras se referment sur elle comme les barreaux d'une prison s'évanouit à ce moment-là, comme par enchantement. En une fraction de seconde, il ne resta plus rien de son aversion. Sa peur s'était envolée, et Lon, cher Lon, pourquoi faire cette tête? N'était-il pas heureux pour elle? N'était-il pas fou de joie qu'elle soit libérée de sa phobie? N'était-ce pas formidable?
Mais si, bien sûr qu'il était heureux. Bien sûr que Lon était fou de joie pour elle, quelle question. Et devant celle qu'il aime, que l'autre enlace à ce moment-là, sous son nez, et lové dans ses bras, celle qu'il aime lui sourit, alors, de toutes ses dents, follement heureuse, tellement soulagée. Lon Chaney se met à rire, 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 à rire. On le voit devenu fou de joie à l'écran, en très gros plan. Il voudrait tendre les bras au ciel, mais il n'a plus de bras à tendre. Poum poum akoum knayalayalou. Mais elle était fausse, ma chère. C'est son instant de stupeur à lui. C'est ma façon de dire que les bras m'en tombaient, les bras m'en tombaient qu'elle soit fiancée, et bientôt mariée et tout, en plus de tout le reste. C'est peut-être une manœuvre pour tenir les hommes à distance, avais-je songé, parce qu'il fallait bien que je songe quelque chose, comme un cheval secoue le mort qui lui scie la bouche. Parce que les grands moulins de notre pensée ne s'arrêtent jamais et font feu de tout bois à chaque instant. J'étais d'ailleurs à deux doigts de sortir mon petit carnet pour me mettre à écrire furieusement tout ce qui me passait à cet instant par la tête. Oui, il fallait bien que je m'accroche à une branche pour ne pas couler à pic et me répandre comme une flaque sous mon bureau et, miracle de l'existence, branche il y eut. Comment dire? Ce fut dans la façon dont elle m'annonça son mariage. C'était bizarre, comme si elle ne se sentait pas réellement concernée, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre, avec désinvolture qui plus est, d'un ton pas convaincu, d'un ton presque désabusé, presque amer, presque triste, sans me regarder, en regardant par la fenêtre, au loin. Comme si quelque chose la tirait par la manche, tout là-bas, de l'autre côté de la vitre, en direction du petit carré de soleil qui n'était plus à cet instant qu'une flaque noire, une zone d'ombre en elle. Elle ne l'aime pas, elle ne veut pas se marier, c'est évident, avais-je songé, en un éclair, et mon cœur de battre de nouveau, de recommencer à battre follement. Quelque chose clochait, en tous les cas. Rien ne se déroulait normalement avec cette fille. Elle aurait dû m'annoncer son mariage, sinon en poussant des cris de joie, du moins avec un perceptible enthousiasme, avec une certaine excitation, en rosissant légèrement, pas d'un ton si morne et contraint. Elle n'est pas encore mariée, avais-je songé. Elle n'est pas encore mariée. Elle ne veut pas se marier. Peut-être que cela se passe mal au lit entre eux. Mais qu'allais-je imaginer? Allons bon. Arrête de te faire des idées, me donnai-je mentalement de grandes baffes dans la gueule. Tu passes juste un bon moment dans ton bureau avec mademoiselle de Chartres qui t'annonce qu'elle va se marier avec le prince de Clèves et le mariage aura évidemment lieu, avais-je songé. Tintin pour Nemours, avais-je songé. Sauve-toi, avais-je songé. Cours, malheureux enfant. Vrai qu'elle avait l'âge. 28 ans. Il était temps. Cela faisait partie de son programme. C'étaient des choses qui se faisaient dans son milieu. Dans les autres milieux aussi, mais particulièrement dans le sien, où le mariage est vécu comme une fusion-acquisition destinée à faire fructifier un patrimoine. Même si je n'en sais rien et parle ici sans savoir, de nouveau sans savoir, de nouveau par oui-dire, et mieux vaut que je retire ce que je viens de dire. Merci une nouvelle fois d'en tenir compte. Son fiancé se trouvait actuellement à Zurich. Il réglait ses affaires avant de la rejoindre à Paris. Il n'arrêtait pas de faire la navette entre Paris et Zurich. Oh, oh, il n'est donc pas tout le temps là. Il la délaisse déjà. Il était franco-suisse. Il avait monté une boîte de conseil dans l'agroalimentaire ou un truc dans le genre. Je n'écoutais pas vraiment. L'idée était de délocaliser une partie de son entreprise de Zurich à Londres, où tous deux comptaient ensuite s'installer,
au plus près de la famille de M. Il était très occupé en ce moment. Ah bon? C'était un garçon plein d'avenir et de ressources. Il s'était fait lui-même, dit M, avec je ne sais quoi dans la voix. De l'envie, de la fierté, de la dérision. Je crus comprendre que les parents de M l'adoraient. Il leur paraissait le gendre idéal. Le père de M l'aidait financièrement. Il se prénommait M, lui aussi. Vous allez devenir des M&M's, n'avais-je pu m'empêcher de plaisanter. M t'avait interdit de te moquer. Fais mine de te donner une tape lorsque tu t'étais moqué malgré tout, pour dissimuler que. Lorsqu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, Roméo et Juliette ne savent pas que leurs familles sont ennemies. Ils l'ignorent tout à fait. Ils ne le conçoivent même pas. Ils s'aiment parce que c'est elle et parce que c'est lui, au premier regard. Le reste ne compte pas. Le reste n'existe pas encore. Ils sont avant le langage, avant les lois, avant la faute. Quand bien même j'en connais qui ne croient pas du tout que Roméo et Juliette tombent innocemment amoureux, ce serait parce que ils sont l'un et l'autre les rejetons de deux familles ennemies que les amants de Vérone sont attirés l'un par l'autre. Précisément pour cette raison, sans se douter qu'ils sont le jouet de forces obscures et familiales, lesquelles n'ont bien sûr rien à voir avec un type nommé William Shakespeare. Ok. Toujours d'amers esprits, suspicieux par vice et tirant de ce vice le sentiment pachydermique qu'ils en savent plus long que tout le monde. On ne leur fait pas, à eux, s'amuse à réécrire l'histoire à partir de la fin, ce qui est la garantie de retomber tautologiquement sur ses pattes et de n'être jamais surpris, de n'avoir plus jamais peur. Mais en attendant qu'il me soit démontré que j'aurais fait mon malheur en parfaite connaissance inconsciente des choses, je tiens à verser au dossier que je n'imaginais pas que se dresserait entre M et moi un tel mur, fait de tant de briques. À sa vue, je ne soupçonnais pas une seule seconde que M était riche à millions et qu'elle était fiancée. Je n'imaginais pas une telle fatalité. Je ne voulais pas ça. Je le jure. Mon inconscient ne pouvait être aussi retors, et j'aimerais que tu gardes présente à l'esprit l'innocence émerveillée qui fut initialement la mienne, et que tu te la rappelles jusqu'à la fin de mon histoire de M. Que tu te rappelles Juliette s'écriant « S'il est marié, mon tombeau, je le crains, sera mon lit de noces. » Et moi dans le rôle de Juliette. Moi suppliant M. Renie ton père, refuse ton nom. C'est seulement ta classe qui est mon ennemi. Et elle de me combler. Ne m'appelle plus qu'amour, et je serai rebaptisé. M comme Roméo et Juliette. Dans l'un de mes petits carnets, je retrouve cette citation que je notais un jour à la volée, à toutes fins utiles, pour me la rappeler et ne pas oublier que, deux points, ouvrez les guillemets, nous ne connaissons pas l'avenir. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il sera. Personne ne sait ce qui va arriver, simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Pourtant, si l'on regarde l'histoire rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. Comment est-ce possible? Comment est-il possible, après coup, qu'il semble que les choses n'aient pas pu se passer autrement? La réalité a un impact si puissant que nous sommes incapables d'envisager une variété infinie de possibilités. Hannah Arendt, documentaire Un certain regard, 1974. Moi, j'envisageais à ce moment-là une infinité de possibles avec M. Je n'envisageais que cela. Je misais là-dessus. Et à la fin, Julien s'est pendu avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre. Il paraît que ça s'appelle une fenêtre. Il paraît que ça s'appelle une ceinture et un pantalon. Quel mot! Je m'en rends compte maintenant. C'est un souvenir de son enfance. Il ne m'appartient pas, mais je le raconte quand même, car
Il fait partie de mon histoire de M. Et de toute manière, on ne perd pas plus son âme quand on parle de soi que lorsqu'on vous prend en photo, à condition que ce soit avec tendresse. Bref, M avait 11 ans. C'était l'été, là-bas, en Cornouailles. C'est à ce moment qu'elle est morte. Avec son père et ses frères, ils avaient sorti la grande échelle pour tailler la glycine qui commençait d'envahir la toiture du pavillon de chasse. Un pavillon de chasse qui se trouvait dans le parc. Un parc. C'était comme un jeu, une façon joyeuse d'occuper le dimanche et de souder la famille autour du père, absent la plupart du temps. Ils étaient allés chercher la grande échelle dans la remise du jardinier, et ils l'avaient transportée à bout de bras, les frères devant et elle derrière, le père à la commande. J'imaginais très bien la scène. Ensemble, ils avaient dressé la grande échelle contre la façade du pavillon de chasse, et M s'était précipitée pour grimper la première au barreau de l'échelle. Parvenue tout en haut, elle avait regardé ses frères en bas. Elle entendait son père qui lui disait de faire attention. Et elle s'était laissée tomber du haut de l'échelle. Comme un sac s'était laissé tomber, sans prévenir, sans un cri, comme un sac. Une chute d'environ 3 mètres. Cela avait été plus fort qu'elle, comme une impulsion, une décision. Elle n'avait pas glissé. Ce n'était pas un accident. Elle s'était simplement laissée tomber de haut, comme un sac, comme on tombe malade ou amoureux, sans un cri, sans prévenir, pour voir si quelqu'un la rattraperait et la prendrait dans ses bras. Un inconnu, un monsieur muscle, qui la sauverait in extremis, elle aussi. M comme voltigeuse. Elle avait atterri dans un massif de roses, au beau milieu du massif, en plein dedans. J'imaginais très bien la scène. Elle se rappelait encore les épines, les griffures sur ses bras et ses jambes et son visage, le sang qui ruisselait, son père qui s'était précipité et qui l'avait prise dans ses bras, emporté à toute vitesse à travers le parc en direction de la maison. Il criait, il appelait de toutes ses forces sa mère. Elle se rappelait les cris de son père. Elle se rappelait combien il la serrait fort dans ses bras. Le goût de son sang sur sa peau, les griffures des épines, elle se les rappelait aussi. Mais pas sa chute. Pas son bras doublement fracturé. Pas la douleur, comme si son corps ne voulait rien savoir. Comme si elle ne ressentait physiquement rien et qu'une fois tombée de haut, elle était devenue physiquement insensible. Elle se revoyait tout en haut de la grande échelle, sur le dernier barreau. Elle revoyait ses frères en bas, son père en bas qui lui criait de faire attention. Et c'était tout. Un blanc. Un trou noir. Elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ça. L'idée de se laisser tomber comme un sac lui avait traversé l'esprit et elle n'y avait pas résisté. C'était aussi simple que cela, aussi compliqué. Ce n'était pas qu'elle avait été saisie de vertige, ce n'était pas ça. Elle ne savait pas. Elle se rappelait qu'elle avait regardé le ciel, le soleil qui éblouissait, le parc, le vert si beau de la nature, ses frères et son père à ses pieds. Elle était si haute à cet instant. Elle avait regardé la glycine et, sous les grappes épaisses et fleuries, les lianes noueuses qui rampaient et s'enchevêtraient tout du long. Elle n'imaginait pas une telle vigueur sous la glycine, ni un tel parfum. Elle ne savait pas. Elle ne se rappelait pas. Elle avait juste pensé qu'elle devait se laisser tomber. Elle s'était dit « Laisse-toi tomber. Vas-y. » Et elle l'avait fait. Elle s'était laissée tomber. Comme un sac. Sans un cri. Elle ne savait pas pourquoi elle me racontait ça. Pourquoi une gamine de 11 ans se laisserait-elle tomber comme un sac du haut d'une grande échelle, avais-je songé, la gorge nouée, sous les yeux de son père et de ses frères, à leurs pieds. Pourquoi ferait-elle ça? Le devait-elle? Et vous avez atterri dans un massif de roses, avais-je articulé, la gorge nouée. Les roses.
là où naissent les filles, là où elles finissent aussi. Ah ah ah. Si j'avais été à votre place, j'imagine que je serais tombé dans les choux. La gorge nouée. Depuis ce jour, mes parents me croient folle. Ils me protègent. Ils me surveillent. Ils prétendent que c'était un accident, mais ils ont peur que je recommence. Ils se méfient de mes réactions. Ils savent qu'il y a un truc qui cloche chez moi. Même si on n'en parle jamais à la maison, je suis celle qui s'est jetée du haut d'une échelle lorsqu'elle avait 11 ans et ce coup de folie pèse sur moi, comme une malédiction qui angoisse tout le monde, et moi la première. Car je ne sais pas ce qui m'a pris de me jeter du haut de l'échelle. Je ne le sais vraiment pas. C'est comme ça. Avant d'ajouter, je ne m'en sortirai pas sans mon fiancé. Vous comprenez? Je tiens debout grâce à lui. Je ne me laisse plus tomber grâce à lui. Je m'accroche au barreau de l'échelle. Un silence. Vous ne pouvez pas comprendre. Un silence. Ça le tuerait si je le quittais. Il a tellement fait pour... Il est tellement... Un silence. Enfin bref, d'une voix s'efforçant de sourire. Tout a basculé pour moi ce jour-là. À 11 ans. Vous allez trouver ça ridicule, mais je croyais que j'étais un ange. J'étais un ange à cette époque. Et puis je suis tombé de haut. Je ne sais pas. J'étais persuadé que j'allais voler, et je ne me suis pas envolé. Pas du tout. Je suis devenu mortel ce jour-là. Tout est devenu tellement affreux à partir de là. Ce coup de folie de M, lorsqu'elle avait 11 ans, je ne l'avais pas pris à la légère. Non plus qu'elle m'en eût fait l'aveu, comme un geste vrai dans ma direction. Elle se confie à moi, avais-je songé, la gorge nouée. Elle me fait confiance. Mais il y avait autre chose, comme si elle ruminait tout à coup, dans le silence qui avait suivi. Moi, la couvant du regard, la gorge nouée, tandis que elle fixait maintenant ses mains ramenées devant elle. Elle regrette de s'être ouverte à moi, avais-je songé, la gorge nouée. Cela que je m'étais dit. Que le souvenir de son coup de folie revenait la hanter. Avant de me dire qu'il n'y avait pas si loin du passé au présent. Mais oui, son coup de folie ne lui était peut-être pas revenu fortuitement en mémoire, mais en écho de ce qu'elle vivait en ce moment même, comme une incitation à faire le rapprochement, parce qu'elle se trouvait avec moi depuis maintenant 3 heures, et ce n'était pas normal. Depuis 3 heures, elle grimpait, mine de rien, les barreaux d'une échelle, et elle venait de se rendre compte de ce que cela pouvait signifier. Que fichait-elle dans mon bureau? Elle aurait dû être rentrée depuis des lustres. Elle aurait dû prévenir son fiancé de son retard, et elle ne l'avait pas fait. Elle n'allait pas... Quoi? Comme lorsqu'elle avait 11 ans, avais-je songé, la gorge nouée, le cœur battant. Cela qu'elle se disait peut-être sans cesser de fixer ses mains avec une sombre obstination. Que la petite fille de 11 ans venait de refaire surface, là, dans mon bureau, sans prévenir. Peut-être dès l'instant où elle m'avait vu et qu'elle s'était assise en face de moi, à moins que ce ne fût lorsqu'elle était passée devant la machine à café de marque Illico 2 mois plus tôt. Oui, cette hypothèse, comme si, pour elle aussi, une obscure machination s'était enclenchée, jusqu'à la ramener au sommet de son échelle, à l'instant précis où une force inconnue s'était emparée d'elle, comme un cri en elle, un démon en elle, une voix si puissante et impérieuse qu'elle n'avait pu faire autrement que de lui obéir, avec l'envie de plus en plus intense de se laisser tomber de haut. Et ce serait quoi? Ce serait cette fois dans mes bras? Ce sera cette fois dans mes bras, avais-je songé, la gorge nouée, tout près d'ouvrir déjà les bras. L'envie de devenir enfin un ange? Cela que j'avais songé. En me demandant ce qu'elle avait laissé tomber en se laissant tomber comme un sac. Elle ou son faux semblant? M comme sac, pour ne plus en être un? Et ma mère, du haut du 5e étage? Qu'avaient donc les filles à vouloir se jeter dans le vide? Quelle prison était la leur?
Quel donjon dont elle voulait s'évader. Mais M n'était pas ma mère. Cela n'avait rien à voir. Ah non, pas ça. Cela que j'avais songé, à toute vitesse, la gorge nouée, tandis que M restait silencieuse, fixant ses deux mains ramenées sur ses genoux. Qu'en ma présence, au fil de ce qui devenait de plus en plus sensible et manifeste entre nous, M avait la sensation hirsute de se tenir au bord d'une tentation à laquelle, pour le pire, elle avait déjà succombé. À l'orée de cette folie, pure dévastation, qui avait été celle de la petite fille de 11 ans qu'elle avait été et qu'elle ne devait plus être, dont elle ne voulait plus entendre parler, que plus personne ne voulait qu'elle soit, pas même elle, avec laquelle elle avait dû prendre ses distances pour s'en tenir à chaque instant, éloignée d'exactement 3 mètres, contrainte et forcée de se méfier d'elle, n'ayant plus aucune confiance dans ses propres impulsions, et ainsi devenons-nous la moitié de nous-mêmes, demi-portions coupées en deux, et vivant des moitiés d'existence, comme si elles valaient pour le tout. Son coup de folie est la seule preuve concrète de son existence, avais-je songé, la gorge nouée. Il doit la terrifier, mais elle doit le chérir, comme l'unique exploit qu'elle sait avoir accompli un jour, comme le moment où elle osa, le moment où elle devint le centre d'attention de tout le monde, et en avait-elle déduit qu'il fallait qu'elle se laisse tomber dans le vide pour qu'on l'aime? Qu'hormis cela, elle était vouée au froid et au néant. Pourtant, n'était-elle pas fiancée? N'allait-elle pas se marier? Tout n'était-il pas parfait dans son meilleur des demi-mondes possibles? Que lui arrivait-il? N'était-ce pas ce qu'elle voulait? Le voulait-elle? Qui ça, elle? Pourquoi maintenant? Mais parce que c'était maintenant ou jamais, justement. Une fois mariée, il serait trop tard. Il était encore temps. Elle n'avait pas encore dit oui. Elle n'a pas encore dit oui, avais-je songé, la gorge nouée, la tête en feu. Elle se tenait à cet instant au seuil de sa vie d'adulte, sur le dernier barreau de son enfance, au sommet de cette échelle de Jacob qu'on avait dressée pour elle, son existence à ses pieds, son mariage droit devant, bientôt les enfants, son destin comme un programme écrit à l'avance, une vie sur mesure, cousue sur elle de fil blanc. Cela qu'elle voulait? Vraiment? Ou bien se jeter dans le vide, se jeter à l'eau, se jeter dans la vie qui serait la sienne, balancer son sac, le bazarder, qu'il craque enfin, qu'elle naisse alors, cette aspiration-là? Car il y avait la petite fille de 11 ans. Il y avait qu'elle s'était laissée tomber un jour de haut sans un cri. Il y avait qu'elle avait voulu prendre son envol. Il y avait la beauté trop vaste du monde. Cela ne signifiait donc rien? La petite fille était-elle morte ce jour-là, ses ailes brisées? Ne pouvait-elle ressusciter? Devrait-elle toute sa vie rester dans le rang? Va-t-elle encore trahir les siens et tout détruire et finir sur les roses? Avais-je songé, la gorge nouée, le cœur haletant? Il n'en était pas question. Je croyais l'entendre se dire « Il n'en est pas question ». C'est non. Ce cri en elle. Et comme par hasard, elle me rencontrait. Voici qu'il se produisait dans son existence, à ce moment précis charnière de son existence, quelque chose qui n'était pas prévu et qui ne devait pas se produire. Que M ne voulait surtout pas qu'il se produise. Cela que je m'étais dit, comme si j'étais dans sa tête, au cœur de ses pensées, dans les lignes tourmentées de sa main qu'elle continuait de fixer obstinément, sans garantie que ce soit le cas, bien sûr que non. Sauf que je n'étais pas aveugle. Je voyais bien le conflit en elle. Je comprenais l'enjeu qui, à travers moi, était exclusivement le sien. Moi ou un autre, là n'est pas l'important, avais-je songé, la gorge nouée. Ce qui compte, c'est le moment. Je suis celui qui va la forcer à prendre une décision. Je suis son kairos. Je suis le fléau de sa balance. Je ne suis pas l'un des plateaux. À cet instant, je la regardais avec émotion, fixait toujours ses mains, le visage crispé, douloureux, et moi me perdant dans ses méandres.
Allait-elle arracher la glycine comme on le lui demandait depuis l'âge de 11 ans, comme s'il s'agissait de ses mauvaises pensées, comme un sacrifice valant consentement? Ou allait-elle de nouveau se laisser tomber de haut, se jeter encore une fois dans le vide, pour ne pas dire à mon cou, comme un sac, sans un cri, au risque de se briser les os? Dans quelle langue faudrait-il qu'elle le dise cette fois? Ou allait-elle me laisser tomber et ce serait tout un? Qui avait coupé la glycine à l'époque? Ou bien devrait-elle se taire à jamais? Cela dont il est question, avais-je songé la gorge nouée. Je suis sa dernière chance, je suis son choix de vie. Sachant que ce n'est pas facile, le choix d'une vie. C'est extrêmement difficile d'inverser le cours des choses. C'est une responsabilité insupportable. On ne peut plus s'en prendre ensuite qu'à soi-même. Surtout que ce serait cette fois les yeux ouverts. Non dans l'impulsion et l'informulé qui avaient été les siens à l'âge de 11 ans, mais en affrontant en face ce qui lui avait échappé sur l'instant, jusqu'à en dévoiler possiblement la trame, le fil de mort supposé, à moins que ce ne soit une approbation de la vie au risque de la perdre. Que sont nos existences, sinon l'exploration circulaire, lors de rendez-vous épisodiques, d'événements qui ont premièrement défié notre entendement et deuxièmement furent si brutaux que cette brutalité nous dissimule la vérité dont ils sont porteurs, et il nous faut ensuite retraverser cette brutalité pour découvrir ce que nous avons loupé à cause d'elle, comme un diamant possède d'innombrables facettes, comme l'invention du cubisme. Vous savez, avais-je articulé, en affectant le ton de la plaisanterie exprès pour renouer le contact avec elle et la sortir du silence obstiné de ses mains. Cela ne me paraît pas absurde que quelqu'un se situant tout en haut de l'échelle sociale cherche à en dégringoler, même à 11 ans. Surtout à 11 ans. Ce n'est pas si grave. Il y a d'autres moyens. Pfft, pfft. Il est fréquent que monsieur Gicle parle par ma bouche quand je ne sais pas quoi dire. M n'avait rien répondu. Elle avait détourné le regard de ses mains pour le porter au loin, quelque part sur le mur derrière moi, là où elle voyait peut-être le fantôme d'une petite fille de 11 ans lui faire de grands gestes. Oh mon amour, laisse-toi tomber de haut, dans mes bras, que je t'emporte à perdre haleine, avais-je eu envie de lui crier, la gorge nouée. Cela la voix, la force, le cri de la vie. Cela que tu veux au fond de toi, je le sais. Oh oui, écoute ton cœur plutôt que ta raison. Ne me laisse pas tomber, moi. Sois une héroïne de Racine plutôt que de Corneille. Laisse-moi devenir ton échelle de Jacob. Oh mon démon de l'analogie, mais tais-toi donc, laisse-moi tranquille, tiens-toi sage à la fin, ferme ta putain de gueule. Laisse-la tranquille, avais-je gémi en moi-même, la gorge nouée. Tel fut le contexte lorsque je rencontrai M. Tu sais tout. Je ne t'ai rien caché. Qu'aurais-tu fait à ma place? Il n'y a pas très longtemps, 6 mois je dirais, j'ai rencontré un bar dans une fille. Ses cheveux tamisaient langoureusement le comptoir, tandis que la façon qu'avait la soucoupe de voler dans la lumière me semblait de très bon augure, et tu vas rire. Cette chips ressemblait vaguement à la jeune fille à la mandoline que peignit Picasso 10 ans après le suicide de son copain Casagemas. La mandoline en moins. Pour le reste, la même impression cubiste. La sensation de la voir sous toutes ses facettes alors que je la regardais en face. En tout cas, la conversation s'engagea très vite entre nous, et, en écho des pages qui précèdent, je racontai à cette jeune fille que j'avais travaillé un jour sur le court-métrage d'un copain. Eh oui, j'avais tâté du cinéma. Elle était impressionnée, pas vrai? Eh. En tout cas, ce copain m'avait nommé conseiller artistique auprès de la production. Cela ne voulait rien dire, surtout vu le budget de la dite production. Mais il voulait mon avis sur les scènes qu'il filmait. Il voulait pouvoir discuter en toute franchise de son film avec quelqu'un de confiance, à défaut de le payer. Ok, avais-je dit. Cela m'amusait de donner mon avis. Sans blague. J'étais flatté.
Je n'avais jamais assisté à un tournage et j'avais pris mon rôle très au sérieux. Miss Mandoline devait savoir que je faisais tout très sérieusement, surtout si c'est rigolo. En même temps, le tournage ne devait durer que 3 jours, 4 au maximum. Il faut dire que l'intrigue était assez mince. Citant Barthes, Derrida et Plotin, connaissait-elle Plotin? Un jeune homme parlait de l'impossibilité de l'amour à une jeune fille autour d'une tasse de thé. Et à la fin, la jeune fille ôtait son chandail et montrait ses seins, au demeurant ravissant, à la caméra. C'était tout. C'était censé être profond, intense. Chaque plan avait la solennité de la vérité. Chaque dialogue était de l'or pur. C'était juste chiant à mourir. Sans rire, c'était effroyablement français, à la fois bavard et prétentieux, et j'étais de plus en plus gêné de me retrouver embringué dans cette galère. J'avais fini par comprendre que mon copain concupissait depuis longtemps la jeune actrice et qu'il n'avait trouvé que ce projet de court-métrage pour qu'elle lui montre ses seins, et plus ses affinités. Il lui faisait littéralement son cinéma, sans pouvoir l'avouer cependant, et je comprenais mieux que le jeune homme du film en soit réduit à citer Barthes, Derrida et Plotin pour exprimer son désir à la jeune actrice. Surtout, d'être prisonnier de son mensonge contraignait mon copain à rendre celui-ci toujours plus impérieux, jusqu'à revendiquer une exigence cinématographique qui, pour impressionner tout le monde, me laissait plutôt perplexe. En plus de compliquer salement les choses au moment de tourner une scène, puisque le véritable projet n'était pas de faire un court métrage. Elle voyait le topo? Je me demandais ce que je fichais là. Quels conseils pouvais-je bien donner? Le problème venait des conditions psychiques de production, et rien n'allait selon moi. Les plans se tournaient dans un silence solennel, religieux, morbide, à croire que le sort du monde se jouait à chaque fois que mon copain disait moteur et qu'un micromètre de pellicule était impressionné. Et pour être impressionné, je ne doutais pas que la pellicule l'était. Tandis que pour chaque plan, la mise en place technique donnait lieu à d'interminables tergiversations et je n'en revenais pas du temps que cela prenait. C'était comme assister au concert d'un guitariste qui n'en finissait plus d'accorder sa mandoline sans jamais jouer un seul morceau. J'étais sûr qu'elle voyait ce que je voulais dire. Clin d'œil. Mais quoi? C'était un copain, et comment l'aider? Vu la façon dont les choses tournaient, moteur. Je le voyais courir à la catastrophe. Ou alors je ne comprenais rien au cinéma. C'était possible. Je ne le niais pas. Je marchais finalement sur des œufs. Après tout, c'était son court-métrage. Ainsi se passa la première journée de tournage. En attendant de retrouver un peu plus tard la jeune actrice à qui il voulait précisément certains détails purement cinématographiques, lui et moi allâmes boire un verre dans un café voisin. Alors, fit-il, en se laissant tomber lourdement sur la banquette, son visage épuisé, tout imprégné de sa haute mission artistique et en même temps l'insatisfaction nerveuse qui se lisait dans ses yeux m'incitèrent immédiatement à la prudence. Cependant, une petite idée m'était venue dans la journée. Je fis donc ce qu'il attendait de moi. J'avais bien l'intention d'honorer sa confiance. Si j'ai bien compris, lui dis-je d'une voix que je voulais très encourageante, toute la tension dramatique tient dans le face-à-face du jeune homme avec la jeune fille, et si j'ai bien compris, tu filmes l'un et l'autre en chant. Tu filmes l'un en chant et l'autre en contre-chant, selon que l'un ou l'autre prend la parole, c'est bien ça? Ok. Et si tu profitais justement de ce va-et-vient? Si tu changeais le contexte? Je vis les sourcils du copain se froncer. Mais oui, continuai-je, plein d'enthousiasme, pas peu fier d'avoir trouvé un moyen qui, me semblait-il, pouvait sauver le court-métrage du naufrage. Que fait l'un lorsque la caméra filme l'autre? Y as-tu, y as-tu pensé? Il y a là un point aveugle qui interpelle, un hors-champ fabuleux. Tout est toujours dans le hors-champ. Tu le sais mieux que moi. 3 points de suspension. En tout cas, j'ai bien regardé le cadre, et je me dis que ce qui serait rigolo, ce qui produirait une excitation à l'écran,
Ce serait de modifier à chaque fois, de façon subreptice, un minuscule élément du décor qui se trouve à l'arrière-plan. Tu comprends? Au début, tu filmes la fille en plan américain et derrière elle, on aperçoit ce bouquet de tulipes blanches qui est posé sur le buffet. Et au mur, il y a l'affiche d'Antonioni que tu aimes tant et je sais bien que c'est fait exprès. Mais imagine, lorsque la caméra revient sur la fille, au lieu de 10 tulipes, il n'y en a plus que 8. Ou bien elles ne sont plus blanches. Ou bien il s'agit maintenant de l'Isianthus. Ou bien c'est le vase. Il est en grès au lieu d'être en verre. Tu vois le truc? Tu changes le décor. Tu changes le décor. Tu piges le truc? Un peu comme un jeu de 7 erreurs. Je ne sais pas. Et en tout cas, il faudrait que cela soit très discret, presque imperceptible, fait de façon extrêmement sérieuse, sans rien expliquer, surtout pas. Il s'agit que le spectateur perçoive qu'il se passe quelque chose dans le fond, mais sans pouvoir identifier quoi exactement. Et idem en ce qui concerne le garçon, évidemment. Ce pourrait même aller crescendo. Ce n'est qu'à la fin que le spectateur prendrait conscience que le monde dans lequel le garçon et la fille vivaient jusqu'ici a complètement changé au fur et à mesure que la situation évoluait entre eux. Ils ont changé le monde. Ils ne lui appartiennent pas. Tu peux même imaginer que chaque changement dans le fond exprime les sentiments indicibles qu'éprouvent chacun de son côté, le garçon et la fille, par quels états émotifs ils passent l'un et l'autre, le chemin qu'ils font chacun intérieurement, tout ce qu'ils ne peuvent pas dire mais qu'on pourrait justement voir. C'est du cinéma, oui ou non? Au moment où la fille ôte son chandail, tu pourrais par exemple envisager une affiche de corrida à la place de l'affiche d'Antonioni. Ou bien la photo des camps de la mort. Oh oui, ce qui se passe dans le fond pourrait exprimer l'hostilité du monde. Comment il grimace dès que l'amour s'empare de deux êtres. T'en penses quoi? Ce serait génial, non? Cela mettrait un peu de vie, non? Mon copain me dit que c'était mieux si je ne revenais pas le lendemain. Plus tard, je me revois dans la rue, rentrant à pied chez moi, évidemment à pied, pour faire durer le plaisir, le respirer à fond et m'en emplir les poumons, savourer l'euphorie. Elle n'est pas encore mariée. Elle est très loin d'être mariée. C'est ce que je me dis. J'ai rencontré quelqu'un, et là, tout de suite, dans la rue Vaugirard qui me ramène chez moi, rien ni personne ne peut m'ôter cette certitude radieuse. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai envie de le crier sur les toits. J'ai envie de crier qu'il s'agit d'une fille qui s'appelle M comme M comme M comme merci mon Dieu. Comme je vous salue Marie pleine de grâce, comme mon joie, comme elle me manque déjà. Je veux la revoir au plus vite, dès lundi prochain, et puis mardi, et puis tous les autres jours de ma vie. Oui, je veux la voir tout le temps, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Je ne me laisserai jamais là, je ne me lasserai jamais de la regarder. Jamais, 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 jamais. Même lorsqu'elle sera vieille et moche et malade et triste, et M comme ma nouvelle adresse. M comme l'invention originelle du manque. Comme mon nouveau chez moi, mon sweet home, et mon sweet lord, et mon sweet sweetback. Je ne veux pas qu'elle disparaisse comme la première fois, en s'évaporant dans un couloir, en traversant les murs, en filant telle une comète avant que mon vœu ne s'exauce. Je ne veux pas qu'un générique de fin fasse s'évanouir le miracle, tandis que les lumières se rallument dans la salle, me laissant vide et démuni, hagard, désespéré, comme si tout n'était qu'un rêve. Il n'en est pas question. Pas cette fois. L'éblouissement qui m'avait scotché dans mon fauteuil 32 ans plus tôt, la minuscule brûlure qui me poignarda mystérieusement dans le dos 2 mois auparavant, je les ressens à présent dans mon ventre, mes pieds, mes cheveux, mes ongles, mon cerveau. Comme si M m'avait tailladé les veines. Y avait jeté un mystère, du vent, des rires d'enfants, la haute mer, des quartiers chauds, un lac, une clairière, les équations de la physique quantique, toute la flore terrestre, une jungle, la joie et la tristesse du monde mêlées, des cloches ding-dong,
J'ai envie d'éclater de rire. Tout rit aux éclats en moi. Il y a 3 heures, je ne savais pas qu'elle existait. Et voici que la vie ou je ne sais quoi de céleste vient de me l'envoyer. À moi nommément. Dans la rue, je m'imagine marcher à côté d'elle. Je ne marche pas, je danse. Je virevolte en traversant la chaussée, en esquivant les voitures. Olé! Je la tiens en pensée par la taille. Je sens sa taille dans le creux de ma main. Elle valse dans mes bras, elle gigue dans mes bras, elle gavote, elle polka, elle farandole. Je suis la danse des abeilles à moi tout seul. J'indique au monde la source du plus beau nectar. M comme miel. Je suis ridicule et je le sais. Je délire et j'en suis conscient. Mais je m'en fiche. Je ne fais de mal à personne, souligné 6 fois. La folie qui me submerge est trop joyeuse, rare et précieuse. Pourquoi la dissimuler? Je n'en reviens pas de l'avoir rencontrée. MB. D'où sort-elle? D'où viens-tu? The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria. Je chante la chanson de West Side Story. Malgré moi, chante. I've just met a girl named Maria. D'abord tout bas, puis franchement à tue-tête, 10 fois le refrain rue de Vaugirard, 10 fois la chanson de la plus haute tour. Il est venu, il est venu, le temps tant attendu, le temps dont sait prendre. Un couple se retourne sur mon passage. Je leur chante au visage en faisant des claquettes avec les doigts. Maria, que fait-elle en ce moment? À cet instant précis. Putain de fiancée. J'imagine M contrainte de s'enfermer dans la salle de bain et devant la glace, souriant infiniment à son reflet, se trouver enfin belle à ses yeux et se mettre à chanter en même temps que moi en chœur, en canon. I feel pretty, oh so pretty. It's alarming how pretty I feel. The city should give me its key. Et je suis d'accord, 1 million de fois d'accord. Paris devrait lui remettre ses clés, toutes ses clés, le trousseau complet. La réalité a enfin cessé d'être une illusion monotone, une punition exemplaire. J'ai touché mon jackpot. Je suis pure comédie musicale et M comme un Américain à Paris. M comme Minelli. Je voudrais qu'il pleuve soudain, averse, pour m'offrir à la pluie, les bras en croix, le visage cinglé de larmes drues et chaudes et aveuglantes. J'ai envie de sauter dans les flaques, à pieds joints, jusqu'au cou, d'éclabousser l'univers de joie. Oh, ma petite Anglaise à Paris, I'm singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. Maria, diha, diha, diha. Mais il n'y a pas de flaque. Je croise 2 filles, bras dessus, bras dessous, toutes mignonnes, toutes jeunettes, enjouées, décolletées, des gazelles de la nuit, des filles d'Orient, 2e ou 3e génération, comme on dit aujourd'hui. Elles me regardent en pouffant. Je leur tire une grande révérence. Bonsoir, mesdemoiselles, mes hommages du soir. Leurs yeux sont des invitations délurées. En d'autres circonstances. Mais je leur dis bye en leur envoyant des baisers d'adieu comme 1000 fleurs de pissenlit. Avec une jubilation qui m'étonne moi-même, qui m'enchante aussi. Comme une preuve à mes propres yeux. La preuve que j'ai trouvée. Que je ne cherche plus. Je sais. J'ai compris. J'aime tout le monde à travers M désormais. J'ai rencontré celle qui que quoi donc où. Celle où est donc Ornicard. Ça marche dans les 2 sens. Oh oui, ma quête est terminée. La beauté vient d'entrer dans ma vie, et ce n'est pas pour faire semblant. Ce n'est pas pour de rire. Ce n'est plus sur un écran, aussi grand soit-il. Le pressentiment que, 2 mois plus tôt, j'avais éprouvé à côté de la machine à café de marque Illico s'est transmué en une certitude hilare, une allégresse vibrante. Je la sens dans mes fibres, comme le gage d'une étreinte nouvelle dans l'existence. Je ne m'explique pas ce qui m'arrive. Je sais seulement que cela m'arrive. Une évidence radieuse. Et cette évidence ne m'effraie pas. Malgré tout ce que je sais, malgré tout ce qu'elle a dit et tout ce que j'ai vu, cru voir,
ignorer avoir vu, supputer et délirer, malgré toutes les difficultés, les empêchements, les hicks et les couacs, les obstacles dressés, les épreuves attendues, mes peurs et mes incapacités, l'amour et ses infinis à la portée des caniches, les azagabors avec leurs guillemets et les fiancés pourris dans les parages et les millions colossaux, mon cul. Je ne veux pas me méfier, pas ricaner, pas cette fois. J'ai oublié le passé et l'avenir. Ils n'ont d'ailleurs jamais été que des obstacles placés exprès sur ma route. Des prisons dans ma tête, destinées à me faire tenir tranquille. Oui, je peux renier toutes mes expériences et ce qu'elles ont prétendu m'enseigner. La peur, l'indifférence, la dureté, le sarcasme, les calculs, le double langage, l'intelligence des ectoplasmes. Elles n'ont abouti qu'à me rétrécir dans mon être et à m'endormir dans une existence au rabais, à m'insensibiliser des pieds à la tête. Je me sens neuf, je suis neuf de toute éternité. Je suis libre, je suis le sel de la terre, je suis la chaleur humaine à moi tout seul, je suis élégie, je suis heureux, je suis béni. Il a suffi que M surgisse pour me le rappeler, pour me réveiller. J'ai cessé d'être l'homme qui dort. Son apparition me le crie aux oreilles. Rien n'est insurmontable. Toutes les séparations sont fausses. Le bien et le mal, la vie et la mort, le vrai et le faux, le couteau et la plaie, ma gauche et ma droite, mon ange et le sien, la lutte des classes et la guerre des sexes, Zorro et Don Diego de la Vega, le poids des névroses, les 7 jours de la semaine, son mariage et toutes les conventions qui nous découpent en rondelles. Foutaise. Bullshit. M est irréductible à ce qui la détermine. La singularité se moque des concepts. Elle est leur antidote. J'y crois. Je veux y croire. Je suis désormais l'homme qui sourit au tout venant et qui, en son fort, ne cherche plus ce qui cloche dans le monde, mais ce qui l'embellit. Et je souligne joyeusement cette phrase avec des feutres de toutes les couleurs. J'ai cessé d'être l'homme qui se cache derrière lui-même. Je suis désormais l'homme en plein jour. Je suis le plein jour, la pleine mer, le grand soleil, le vaste ciel. Je suis musique. Je parle la langue des étoiles. Je suis pur. Débarrassé de toute arrière-pensée. J'accède à mon premier niveau individuel des choses, le tout premier, celui cristallisé au fond de moi comme un diamant, celui qui n'a ni centre ni circonférence. C'est la toute première fois en ce qui me concerne, la toute première fois à ce point, la toute première fois que je me sens innocent. Je suis innocent, je l'ai toujours été, on avait juste oublié de me le dire. Il n'y a pas de sensation fausse. Ma mère n'a jamais tenté de se suicider, ce n'était qu'un mauvais rêve. C'est du passé, et mon passé est derrière moi, il ne bouge plus, il ne me tire plus en arrière. Je suis au présent désormais. Je viens d'embarquer pour Citer, et c'est déjà Citer. Cela me semble incroyablement à portée de main. Le vent gonfle mes voiles comme des oriflammes. Il m'emporte, il m'envole. Je sens en moi la force d'enjamber toutes les montagnes de la supercherie sociale et sentimentale, de les balayer, les gifler à 2 mains. Le monde ne saurait m'évacuer de ce que j'éprouve à cet instant précis. Ici reflue son pouvoir et ses lois. Il ne peut rien contre ce qui a lieu là, maintenant, tout de suite, dans cette rue Vaugirard qui me ramène chez moi, en cette nuit douce et humide du mois de juin de l'an de grâce 2004. Qui ne s'en avise d'ailleurs pas. Il n'y a de réel que M et moi. De sublime que cette distance qui, par-dessus les toits et les immeubles, par-dessus tout ce qui se dresse et complote dans l'ombre, nous unit désormais et nous lie malgré tout, comme un sortilège sacré. Le reste ne compte pas. Tout pourrait donc recommencer.
Et en mieux, dirait-on. En mieux, s'il vous plaît. Il n'était donc pas trop tard. Ce n'est pas trop tôt. Je ferai bien une pause, là, de quelques lignes. Dire que 5 heures auparavant, je ne connaissais pas M. 5 heures auparavant, j'ignorais son existence et jusqu'à la possibilité de son existence. Quel vertige, quelle lapalissade, quel changement dans ma vie. Malgré moi, je venais de passer à un autre niveau des choses et il y avait, dans cette révélation, dans cette prise de conscience, je ne sais pas. Rentré chez moi, j'étais resté un bon moment silencieux, comme si j'observais un morceau de sucre fondre dans un verre d'eau. 5 heures auparavant, je n'étais pas le même homme. 5 heures auparavant, cela semblait maintenant la préhistoire, un temps révolu qui avait à peine eu lieu. 5 heures auparavant, cela n'avait aucune importance. 5 heures auparavant, tout allait bien pour moi. Je ne manquais de rien. J'avais 44 ans et je connaissais une période faste, comme tout le monde en connaît parfois dans son existence. Voici qu'on a l'impression que tout nous sourit. On se sent en harmonie avec soi-même, plein de sève, rayonnant, conquérant, affûté, compréhensif, libéré de vieilles chaînes. Des choses, on voit le bon côté. Aux gens, on leur fait grâce. La mesquinerie ne nous atteint plus. La bêtise ne nous offusque plus. Même si tout n'est pas rose dans l'univers, ce n'est plus l'important. On se sent de taille. On a le sentiment puissant de faire partie intégrante de la vie. Et à ce titre, on ne se retourne plus contre elle. On fait corps avec elle. On se sent au monde, prêt à le défendre. Et c'est une espèce de mystère. C'est le meilleur qu'un individu puisse connaître à son niveau individuel des choses. Et j'étais cet individu 5 heures avant de rencontrer M. J'étais un homme dont l'existence était entrée dans un cycle fastueux. Et, comme un couronnement, je rencontrais M. Car jamais je n'avais connu une telle approbation de la vie jusque dans le quotidien, et cette embellie m'épatait moi-même. Comme au sortir d'une longue maladie, la santé m'était venue tout sourire. Et tout ce qui m'arrivait était à l'avenant, comme marqué du sceau solaire de la chance. J'avais publié 2 livres qui avaient rencontré un certain succès et dont je n'avais pas à rougir. Au contraire, pour la première fois, je me sentais fier de moi, fier de ce que j'avais accompli, et c'était un sentiment précieux, inédit dans mon cas, rare et inestimable. C'est un sentiment qu'on ne peut s'accorder qu'à soi-même. Personne ne peut vous rendre fier à votre place, succès ou pas. Par ailleurs, j'avais une petite fille et je la regardais grandir avec émotion. J'avais passé l'épreuve de la paternité avec plus de plaisir que je ne m'y attendais. Être père ne m'avait pas rendu fou, ne m'avait pas incité à régler sur le dos d'une gamine, au prétexte qu'elle possédait mes gènes, certains défauts venus de mes origines. Je n'y avais pas vu non plus l'occasion d'exercer sur sa molle psyché pouvoir et domination, faute d'avoir la moindre autorité partout ailleurs. Je me sentais bêtement aimant et responsable de cet enfant qui m'avait fait découvrir un amour d'une espèce inconnue, de l'espèce inconditionnelle, auquel je ne m'attendais aucunement. Je me sentais plutôt redevable envers ce petit être, d'avoir ouvert en moi euh, une porte non seulement close jusqu'ici, mais insoupçonnée. Peut-être les gens qui ne veulent pas d'enfants s'imaginent qu'ils ne mourront jamais, mais j'avais découvert que faire un enfant était une expérience existentielle incomparable. Il fallait avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie. Une fois, c'était bien. Car il y a infiniment plus de raisons de ne pas faire d'enfant que d'en faire. En attendant, ma fille m'avait, sans le savoir, ouvert les yeux. Je ne demandais plus l'inconditionnel à des femmes qui ne pouvaient me l'offrir. Chaque chose semblait enfin à sa place. Par-dessus tout, pour autant que là, tout de suite, maintenant, je
ne me vois pas plus beau que je ne l'étais 5 heures avant de rencontrer M, j'en avais fini avec certains maléfices du passé. J'en étais convaincu. J'avais réglé mes passifs, remboursé mes dettes. J'avais atteint quelque chose qui ressemblait à l'âge adulte. Non parce que j'aurais porté un costume cravate, au contraire, j'ai envie de dire, tous les gens en uniforme sont des enfants qui s'effraient de l'être, mais comme une évolution personnelle et intérieure. C'était joyeux. Il y avait quelque chose d'astral dans ce cycle qui s'était annoncé dans mon existence et dont l'apparition de M semblait être dans le droit fil, en même temps qu'elle marquait une rupture, un bond qualitatif, un saut encore plus haut. J'avais la sensation d'avoir brisé mes chaînes. Je croyais même les avoir brisées toutes. En tout cas, j'avais enterré mes démons, et qu'ils reposent en paix, qu'on n'en parle plus. Moi le premier. Cela m'avait pris 40 ans pour démêler ma pelote, pour devenir une personne. Mais j'avais persévéré en mon être, et voici que j'étais récompensé. Voici que, depuis 2 ans environ, le monde s'offrait enfin à moi, sans plus aucune restriction ni arrière-pensée. Du jamais vu, une espèce de miracle, auquel je ne m'attendais pas, mais qui avait eu lieu, avait lieu. D'un seul coup, l'existence m'apparaissait ce bien souverain dont j'avais entendu parler dans des livres, et nulle part ailleurs, c'est à noter. Sans l'avoir voulu, je me sentais en pleine possession de mes moyens au moment de rencontrer M, et c'est une pièce que je tiens à verser au dossier. Je veux qu'il soit consigné que je me sentais plein d'allant 5 heures avant de rencontrer M. Retiens, oui, que 5 heures avant M, j'étais Guy Pinson. J'étais au meilleur de mon être. J'avais pris mon élan le plus vital. Le temps était devenu mon ami. Je tenais une forme hilare, comme si j'avais comme si j'avais remporté mon procès, touché le pactole. Rien de grave ne pouvait plus m'arriver, croyais-je alors. J'en avais assez vu, assez bavé, comme on dit, avec une certaine complaisance, puisque bien pire arrive à d'autres, puisqu'il y a toujours quelque obscénité à se plaindre d'indigestion quand tant de gens crèvent la dalle. Mais pour chacun, ce qui lui arrive est un absolu. Chacun est sa propre échelle de mesure, et aussi minime soit l'enfer qu'il a traversé, il est tout l'enfer à ses yeux. Enfin bref, tel était mon sentiment 5 heures auparavant. Même la mort, à laquelle je n'échapperais pas plus qu'un autre, me semblait avoir reculé dans l'ombre. Son spectre me laissait enfin tranquille. L'avenir m'appartenait. Jamais mon existence ne m'était apparue à ce point bienveillante, à ce point mienne. Je l'avais conquise et elle ne m'avait pas vaincu. Mes efforts n'avaient pas été vains. Les choses avaient finalement bien tourné pour moi. J'avais bien fait de ne céder sur rien. Bien fait de rompre avec S. Sans doute avais-je eu de la chance. Il en faut pour s'inventer un chemin. Mais j'avais fini par rembourser mes dettes, qu'elles soient familiales ou autres. J'étais sorti de la forêt. J'étais libre tout à coup et des truites frétillaient dans mes veines. Mon sang était vivier. Un grand vent. Pour rien au monde je n'aurais voulu revenir 5 ou 10 ans ou même 20 ans en arrière. Surtout pas. Quand bien même j'avais perdu un certain nombre d'illusions en route. Mais il s'agissait d'illusions, à quoi bon les pleurer? Cela signifiait qu'elles étaient illusoires. Tandis que celles qui résistaient devaient valoir quelque chose. Faire le tri avait du bon. J'avais 44 ans et j'étais devenu un grand garçon. On ne m'abusait plus aussi facilement qu'avant. Je commettais beaucoup moins d'erreurs d'appréciation. J'avais plus ou moins fait le vide autour de moi, je m'étais débarrassé des encombrants et cela avait sacrément dégagé mon horizon. J'étais beaucoup plus sûr de moi à présent. J'avais retrouvé la confiance et un pas dans la bonne direction en entraînant un autre, je prenais désormais les choses du bon côté, avec le sourire, avec légèreté, sans désinvolture cependant. J'étais sans sarcasme. Même la mère de ma fille, malgré ses efforts, elle n'avait pas réussi à m'enlaidir. Par ailleurs, j'avais un bon boulot, plutôt bien payé.
J'étais financièrement à l'abri du besoin et même relativement à l'aise, tout à fait autonome et libre de dépenser sans compter, sans commettre de folie cependant. Mais les folies qui viennent de l'argent ne m'ont jamais fait rêver. Je sais qu'elles viennent de l'argent. De même, si j'avais du succès, il ne me montait pas à la tête. Ce n'était pas de ce monde que j'attendais le plus de reconnaissance, mais de M. Je le savais à présent. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas dans la misère. Je ne connaissais plus aucune misère, pas même sexuelle. C'était même plutôt l'inverse. Hormis S, qui m'avait brièvement remis sur les bras des scrupules dont je ne voulais plus, j'allais joyeusement de rencontre en rencontre, parfois à la suite, parfois en même temps, au hasard des rencontres justement, sans dissimuler aucunement que mon désir était multiple et que j'aimais séduire, j'aimais les aventures, j'aimais le sexe, j'aimais être célibataire. Je ne voulais plus mentir sur mon compte, plus jamais me cacher. C'était avant que Julien... Par-dessus tout, j'étais libre. Contrairement à M, je n'avais personne dans mon existence. J'avais rompu avec S et je pouvais disposer de mon temps, de mon corps, de mes faits et gestes, comme bon me semblait. Pour la première fois de mon existence, je n'avais de compte à rendre à personne, ni parent, ni femme. Il n'y avait que ma fille qui me tenait à cœur et le chat dont j'avais à m'occuper. Et il se fichait bien de mes agissements, tant que je le nourrissais et vidais sa caisse. Et quoi, j'avais vécu 3 fois en couple, et je pouvais souffler un peu. Je ne voulais plus tomber entre les griffes de qui que ce soit. J'avais dû admettre que la vie à deux n'était pas pour moi. Il s'agissait d'un fantasme. Cela ressemblait à une agonie volontaire. Cela cachait une volonté cela cachait une volonté de nuire, une peur de la solitude, un alibi pour ne pas vivre sa vie, un mur dressé pour se protéger de ses propres désirs, une façon de ne pas se connaître soi-même, une punition, une existence sous surveillance, une mainmise sur son imaginaire, une permanente culpabilité. Assez. Je ne voulais plus dépendre de personne. Je ne voulais plus obéir à des conventions qui figeaient les lois de l'espèce. J'en étais arrivé à penser que se mettre en couple, c'était ne plus croire qu'on s'aime. Comme ceux qui prient ne croient pas en Dieu, car s'ils étaient dans sa lumière, ils n'auraient pas besoin de le prier. Assez. Pour la première fois de ma vie, je pouvais m'occuper de moi. Je pouvais être un tout petit peu égoïste, car pour les types dans mon genre, l'égoïsme est une conquête de chaque instant, tandis que c'est l'altruisme qui est un chemin pour d'autres. Les types dans mon genre doivent lutter en permanence pour se soustraire à l'influence des autres, tellement ils ont peur qu'ils se jettent par la fenêtre. Ils ont trop de neurones miroirs. En tous les cas, je n'avais plus à me battre pour grappiller des miettes de liberté. J'étais libre. C'est-à-dire que j'avais réduit au minimum les contraintes qui, venues de l'extérieur, pesaient sur mon existence, jusqu'à la ratatiner sur place. Je pouvais déployer mon imaginaire sans faire souffrir quiconque. Je pouvais sortir le soir si je le voulais, ou rester lire chez moi si je le voulais, regarder ce que je voulais à la télévision, ne voir personne si je le voulais, manger à l'heure qui me convenait, sans souci des règles ni aucune pression. J'allais à mon rythme. C'est moi qui décidais ce dont j'avais envie ou pas. Moi qui rompais ma monotonie à ma façon. C'était mon temps et mon usage du temps. J'étais bien mieux tout seul. La solitude voulue est la plus enchanteresse. À chaque instant, j'étais responsable de moi et seulement de moi. J'étais décisionnaire de chacun de mes mouvements, sans attache ni entrave, ne devant justifier mes faits et gestes à nul autre que moi. C'était inappréciable, c'était fantastique. Je n'avais plus à dissimuler. N'avais plus honte puisque plus personne ne pouvait me faire honte de mon comportement. Plus personne ne pouvait me reprocher qui j'étais et qui je n'étais pas. Je n'avais plus à me conformer à la personne qu'on aurait voulu que je sois, au rôle que j'aurais dû jouer, aux responsabilités censées être les miennes.
Dorénavant, la franchise me tenait lieu d'arme absolue, et, contre toute attente, cette attitude me valait plutôt des bonnes fortunes, comme on dit. J'étais l'homme qui aimait les femmes sans les vouloir à sa botte, à sa pogne, à sa merci, sinon le temps d'une nuit ou deux. J'étais l'homme qui mettait la guerre des sexes entre parenthèses, et surprise, je découvrais qu'il existait des femmes qui, comme moi, ne cherchaient pas l'exclusivité, mais des félicités à vivre et à expérimenter, fussent-elles momentanées, sans les enténébrer d'affects aussi diaboliques que la possession, la jalousie, la dissimulation, la cruauté, la culpabilité, le jugement, etc. Des femmes qui, comme moi, étaient seules et savaient se tenir debout dans leur solitude, avaient rompu leurs amarres, avaient un passé et s'en étaient sorties vivantes, plus autonomes, à la fois plus dures et plus fragiles, plus humaines en fin de compte. Des femmes qui avaient fait l'expérience de la mort dans leur être et qui, généreuses par nature, ne se trompaient plus d'ennemis désormais. Des femmes qui avaient trop longtemps, parfois trop douloureusement, vécu à l'ombre d'un autre pour ne pas avoir envie de respirer à plein poumon sans regarder au lendemain. Des femmes qui, à un moment de leur existence, se félicitaient de rencontrer un type dans mon genre, un type qui ne leur cassait pas les pieds, qui jouait franc jeu, qui les appréciait pour ce qu'elles étaient, sans rien exiger que certains moments passés ensemble, une lubricité joyeusement partagée, sans jamais faire de drame. Et, à les entendre, elles ne rencontraient pas tant de types dans mon genre qu'elles pouvaient aimer sans que l'amour s'en mêle, sans que cela soit le moins du monde paradoxal, car c'était aussi de l'amour, mais hors des sentiers battus, hors des idées pourries qui collent au basque comme un boulet. En sorte, je leur faisais des vacances. Nous nous rencontrions du côté officieux de l'existence, du côté du présent, dans une durée informulable, une gratuité chèrement acquise. Ça leur faisait du bien fou, un bien fou. Et à moi donc. Voici que ce n'était plus l'avenir qui indexait le présent en l'écrasant sous son poids, mais le présent qui donnait son sens à l'avenir en le fabriquant au jour le jour, et cela changeait tout. Voici que je vivais à 44 ans la débauche que je n'avais pas connue à l'adolescence. Je rattrapais mon retard avec qui me plaisait et qui voulait. Cela durait tendrement et sexuellement le temps que cela durait, personne ne le calculait. Quelle période faste! Je ne manquais effectivement de rien 5 heures avant de rencontrer M. J'étais à mon summum. J'avais encore des cheveux sur la tête. Je vivais l'euphorie mâle, sans excès ni restriction. Depuis maintenant 2 ans, ma vie était la mienne, et non celle que mes parents, la société ou je ne sais qui auraient écrite à mon intention sans me demander mon avis. J'avais 2 ou 3 ans d'âge adulte lorsque je rencontrai M. Et si ce n'était pas le paradis sur terre, cela y ressemblait à mon niveau individuel des choses. J'avais officiellement 44 ans et il n'était pas si tard. Physiquement, je pétais le feu, hormis une capacité respiratoire diminuée par un tabagisme forcené, qui était mon seul véritable vice. En sorte, une deuxième chance m'était accordée, une nouvelle naissance, et je comptais bien ne pas louper le coche. Je m'habillais déjà plus légèrement, portais des chaussures plus souples au lieu de gros godillots. Je n'avais plus peur de m'envoler. Peu importe la laideur ambiante, elle ne me démoralisait plus. Elle n'avait plus ce pouvoir. J'étais désormais un homme en marche. J'avais tous les as dans ma manche. Sans blague, cela m'arrivait à moi personnellement. Cette joie échue, cette aube allègre, ce sentiment enivrant de m'être réconcilié et d'être en accord avec le meilleur des choses et des êtres. À bas l'enfer sur terre. Et le plus beau de la vie semblait à venir lorsque M avait fait irruption dans mon bureau. Comme une apothéose. Devant moi les possibles à perte de vue. C'était il y a 5 heures. C'était une sensation magnifique. Je ne doutais de rien. Je me sentais tranquillement invincible. Je croyais à l'innocence de l'avenir. J'étais devenu mon propre type d'esclave libéré. À 40 ans et mèche.
avec 10 ans de retard sur les filles. Les filles ont toujours 10 ans d'avance sur les garçons. C'est biologique. Ce qui fait que j'en étais plus ou moins au même point qu'en était M dans sa vie. En dépit de notre différence d'âge, nous étions magnifiquement synchrones. Nous nous retrouvions tous les deux au même carrefour de vie. Sauf elle entrait dans son tunnel, tandis que je venais de sortir du mien. Je peux même dire que je pouvais la voir au bout du tunnel. Je voyais sa silhouette se découper en contre-jour, tout là-bas, à l'entrée du tunnel. Il ne lui restait plus qu'à avancer vers moi, qu'à franchir son ombre, qu'à se libérer de ses chaînes, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Je ne l'ignorais pas. Je savais qu'il n'y a pas que les individus qui se rencontrent. Il y a le temps dans lequel ils évoluent, là où ils en sont dans leur existence, à leur niveau de trajectoire personnelle. Plus que même, c'est le temps qui unit les êtres. Et c'est peu dire que M et moi étions en décalage. Nous étions sur la même ligne, mais l'un et l'autre aux antipodes. Entre nous, le tunnel qui, à son niveau individuel des choses, fait passer de l'ombre à la lumière. Quoi qu'il en soit, je veux qu'il soit versé au dossier les conditions initiales qui étaient les miennes au moment de rencontrer M. Sachant que, dans un système chaotique, une modification infime des conditions initiales peut entraîner des résultats imprévisibles sur le long terme. Je veux qu'il soit établi devant huissier que 5 heures auparavant, que dis-je 5 heures, 5 secondes avant de rencontrer M, je ne la connaissais pas et j'étais parfaitement heureux. Je n'imaginais pas que 18 mois plus tard, Julien se pendrait avec la ceinture de son pantalon à la poignée de la fenêtre de sa chambre.